Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Célia Belin. Bonjour Célia. Bonjour. Dans le paysage foisonnant de la biotechnologie, Célia Belin s'impose comme une pionnière à la croisée de la science et de l'humanisme. Cofondatrice et PDG de Silker, elle incarne la rigueur scientifique alliée à une vision profondément internationale. Après un parcours d'excellence, prépa maths physique, faculté de pharmacie, master en développement de médicaments et 15 années à piloter des équipes multiculturelles chez Sanofi, Célia a choisi Montpellier pour fonder en 2014 une entreprise à mission singulière, écouter le monde autrement. Silker, c'est l'aventure de 3 femmes scientifiques fortes de 15 à 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique qui ont décidé de faire de la perte auditive non plus une fatalité mais un signal d'alerte, un point de départ vers la prévention de maladies graves comme Alzheimer ou la démence. Avec 50 collaborateurs, des laboratoires à Boston, des partenariats à Tokyo et une présence en Corée du Sud, Silker fait résonner l'innovation française sur tous les continents, portée par une philosophie managériale rare, la liberté, le chaos créatif et la confiance dans le potentiel humain. Célia, vous évoquez une philosophie managériale basée sur la liberté et le chaos créatif. Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien pour vos équipes ? Oui, c'est pas commun, le chaos créatif. J'ai toujours travaillé sur de l'intégration d'équipes. Donc, quand j'étais chez Sanofi aussi, ces fusions, acquisitions continues en fait de sociétés, ça crée un challenge pour arriver à intégrer des équipes qui finalement viennent de mondes différents et ont pas du tout envie de travailler ensemble. Donc, ça se traduit surtout par essayer de fixer des objectifs communs. Ça, c'est le cap. Et à partir de là, c'est laisser la liberté en interne dans son entreprise de créer, d'entreprendre, d'avoir des initiatives sur un certain nombre de projets. Et ça nécessite, même si c'est un chaos, beaucoup de rigueur dans la formation en fait des collaborateurs pour qu'ils aient une pleine conscience de comment eux ils fonctionnent et comment les autres fonctionnent, qu'il y a des différences dans ces modes de fonctionnement, qu'il y a des attentes en termes de motivation qui vont être différentes en fonction des collaborateurs. Et ça nécessite donc qu'ils aient cette bonne compréhension pour arriver à fonctionner ensemble. Ça veut dire que vous utilisez un peu les concepts d'un entraîneur ou d'un coach sportif dans des équipes collectives ? Oui, on peut appeler ça comme ça. Alors moi, je fais intervenir beaucoup de coachs, justement. D'accord. Donc c'est dans la formation des collaborateurs, le coaching, et notamment quand les collaborateurs prennent des responsabilités managériales et vont devoir s'occuper de personnes, elles sont souvent accompagnées par des coachs. Et moi-même, quand on a développé l'entreprise aux États-Unis, avec mes associés, on a une coach américaine qui est toujours là, Hélène, qui fait vraiment partie de la famille, puis ça fait 8 ans qu'on travaille avec elle, et qui à la fois... quand je fais une séance avec elle, ça va être un restaurant, on va parler des difficultés qu'on peut avoir dans l'entreprise, du stress qu'on peut avoir, d'un événement, une table ronde à organiser. Et j'ai l'impression de passer un peu à la machine à laver parce que elle a cette capacité à vous faire prendre du recul sur la situation, à vous remettre en question quand même de manière assez importante, mais finalement avec cet objectif d'être à l'aise le jour où vous devez participer à cet événement, ou être face à une situation qui vous paraissait insurmontable, difficile, pas à votre niveau, etc., etc. Donc, on fait intervenir beaucoup de coachs, soit en individuel, comme je viens de vous raconter, soit sinon sur du collectif. C'est des pratiques très courantes dans les grands groupes, où on coach sur des profils psychologiques, on va travailler sur différents questionnaires et ensuite sur des travails en équipe, où on va essayer de mieux se comprendre avec des mises en situation, avec des jeux d'acteurs. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur des outils comme Colors, MBTI, on va les appeler comme ça. Et récemment, on a travaillé sur des profils qui nous ramenaient à des animaux. Donc, moi, je suis un dauphin, par exemple. Voilà. Donc, je suis la personne qui est capable d'improviser dans l'entreprise. Donc, à chaque fois, avec des angles qui sont... Alors, on a l'impression de refaire des choses qui sont similaires, mais pas du tout. C'est des angles qui, à chaque fois, sont un petit peu différents et apportent une compréhension supplémentaire aux collaborateurs. Et les personnes, elles adorent ça parce que, finalement, ça vous sert dans votre travail, ça, c'est certain. Il faut, de temps en temps, on se dit « Ah là, lui, il est rouge, c'est pour ça que c'est... » Voilà. Mais ça sert aussi dans son quotidien. On a l'impression qu'on va être capable de gérer ses enfants plus facilement parce que on comprend que lui aussi, il est un peu rouge ou un peu jaune, que c'est un labrador. Donc, on a tous ces outils qui nous servent au quotidien. Et moi, je trouve ça génial parce que dans la manière de fonctionner, ça permet justement de laisser de la liberté et de pas introduire dans l'entreprise des relations toxiques où les personnes vont se renfermer sur elles-mêmes juste parce qu'elles sont pas capables d'expliquer ce qu'elles ressentent ou ce que l'autre va attendre en face de confrontation.
Vous n'êtes pas dans la moraline, vous êtes dans le chef d'orchestre et la composition avec les fonctionnements des uns des autres. Est-ce que c'est votre culture de formation qui vous pousse à avoir cette approche managériale ? Alors, je suis dauphin, ça je le remets du coup sur la table parce que c'est assez important à comprendre. Moi, j'aime bien improviser. Je trouve que ce qui fait, et je suis musicienne aussi, donc j'aime bien l'impro. Je trouve que c'est en laissant les personnes apporter tout un tas d'idées qui peuvent avoir, au départ, on peut avoir l'impression que ça a ni queue ni tête, que ça va pas s'accorder. Et au final, et c'est ça le chaos, au final, il y a plein de choses au milieu de la table. Oh, c'est le bazar. Et au final, c'est là que tout va s'emboîter d'un coup, à un moment donné. Les choses vont prendre sens. Et dans l'entreprise, c'est le même sujet. Je me rappelle avoir travaillé sur une formation qui était, pareil, avec Sanofi, hyper intéressante, où on nous mettait ensemble autour de pièces de puzzle. On était un groupe qu'on ne se connaissait pas. On est d'arriver en formation 30 à devoir refaire une fresque avec des grosses pièces de puzzle. Et on nous dit, voilà, vous avez 10 minutes pour faire la fresque. Vous êtes 30, vous ne vous connaissez pas, il y a des pièces de puzzle et c'est le bazar absolu parce qu'il y a ceux qui prennent la main mais qui finalement managent pas bien, donc il y a ceux qui se taisent, qui se mettent de côté, qui vont pas avoir envie de faire. Et d'un coup, il y a comme une grande respiration où il y a finalement tout le monde s'accorde sur une personne qui organise et ça s'organise et en 10 minutes votre fresque elle est montée. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est vraiment, ça part du chaos. C'est le bazar absolu. Et d'un coup, une respiration et bing, on arrive à la solution. Et pourtant, votre entreprise, c'est pas le chaos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos mots de dauphin ce que c'est que Silcare ? Silcare, donc on est une biotech spécialisée dans les sciences auditives. Nous, on travaille sur la détection de la perte d'audition, mais aussi et surtout sur le développement de médicaments pour traiter les problèmes d'audition. Notre premier candidat médicament, il adresse en particulier une maladie qu'on appelle la synaptopathie cochléaire. J'en parle parce que c'est important de l'entendre. C'est la difficulté à entendre dans un environnement bruyant. Ce sont les premiers signes de perte d'audition. C'est lié à l'âge, mais c'est aggravé par le bruit, ce qui veut dire qu'il y a plus d'1 milliard de jeunes aujourd'hui qui sont à risque d'avoir cette pathologie plus tôt. Et si on ne la traite pas, ça évolue vers une perte d'audition. Nous, notre médicament, il va travailler sur la cause de cette pathologie qui est une rétractation des fibres de l'oreille, de la cellule ciliée interne, qui est la cellule de l'audition qui vibre quand elle reçoit du son, au nerf auditif. Donc il y a plein de fibres, il y a une vingtaine de fibres qui se rétractent au cours du temps. Et au bout d'un moment, ça en fait endommage la qualité du son et ça implique qu'on n'entend pas bien dans une conversation une personne dans un bruit de fond en fait dans la salle. Et donc nous, notre médicament, il va venir diffuser dans l'organe de l'audition pour reconnecter et faire repousser ces fibres entre le nerf auditif et la cellule ciliée interne. D'accord. Dans la présentation, je parlais aussi de Alzheimer, de démence, donc c'est aussi... Ce sont des indicateurs ? Oui, alors ça c'est ce qui est de plus en plus publié. En fait, la perte d'audition, c'est un facteur de risque de l'évolution de la perte de mémoire en démence. Un facteur de risque, dans mon langage pharmaceutique, c'est les médicaments, beaucoup de médicaments ont été développés pour des facteurs de risque. Donc je prends des anticholestérol, des antihypertenseurs, même des médicaments pour l'obésité. Ces 3 sujets ne tuent pas. Par contre, ce sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qui vont entraîner des événements cardiovasculaires qui, eux, vont tuer. Dans l'audition, on est en train d'adresser le facteur de risque des maladies du cerveau. Donc c'est extrêmement important de s'occuper de son audition. Que ce soit en la protégeant ou en espérant, si le jour où on ne l'a pas bien protégée, qu'on ait des médicaments pour réparer le fait de ne pas bien avoir protégé son audition, etc., etc. Donc c'est extrêmement important de se préoccuper de la perte d'audition parce qu'elle est liée à beaucoup d'autres choses, et notamment l'évolution de ces maladies du cerveau. On a aussi, nous, démontré, et c'est notre première population de patients, que dans le diabète de type 2, qui est une pathologie aussi inflammatoire, on a plus de 70% des patients qui ont des pertes d'audition et des pertes d'intelligibilité dans le bruit. Et dans cette population, 30% ont juste cette perte de compréhension dans le bruit, donc juste cette synaptopathie cochléaire. Donc c'est extrêmement important de pouvoir adresser ces pathologies.
Donc là, on est une technicienne en face de nous qui n'est pas uniquement un dauphin et qui sait driver et manager les gens dans le chaos. L'hyperacousie, c'est autre chose ou pas? Alors, ça peut être une conséquence de cette déconnexion synaptique dont on a parlé tout à l'heure, comme les acouphènes. Et ce sont des pathologies dont on commence à parler de manière importante parce que c'est extrêmement handicapant. Donc l'hyperacousie, ça va être vous ne supportez plus les sons aigus, par exemple, ou vous êtes dans la rue. En fait, vous aimeriez vivre avec des bouchons d'oreille en permanence parce que le bruit vous agresse et même peut créer de la douleur, en fait. Ça, c'est ce qu'on retient des verbatims de patients. Et les acouphènes, c'est terrible. Donc nous, on reçoit des mails toutes les semaines de patients qui sont en souffrance absolue, parce que certains, c'est une sirène qu'ils ont en continu dans l'oreille. Donc, en continu, nuit, jour, ils ont un bruit de sirène. Donc, il faut imaginer que le silence n'existe plus pour ces personnes. Et donc, leur vie est devenue insupportable. C'est super intéressant, évidemment, le format c'est 15 minutes, donc on pourrait vous faire revenir avec grand plaisir, vous êtes tellement solaire. Le sujet c'est, qu'est-ce qui vous fait quitter les grosses structures pour partir sur le choix de l'entrepreneuriat? C'est quoi le déclic? L'impact, peut-être, ça c'est le premier sujet. En fait, moi j'ai adoré travailler dans la grande structure parce qu'il y a un environnement avec des collègues qui sont justement très différents. On voit plein de choses, plein de métiers différents, et il y a des possibilités d'évolution qui sont intéressantes. Mais on a quand même souvent l'impression de faire et refaire et défaire. Et refaire et redéfaire. Donc, il y a peu de manières de mesurer un aboutissement sur un projet. On a beaucoup de frustration sur des choses qui sont arrêtées alors qu'on y a mis cœur, âme, passion, etc. et tout son temps pour essayer de faire avancer des projets. Et finalement, ces projets sont arrêtés parce que changement d'avis, de la direction, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et moi, je déteste me plaindre et je suis pas la seule. Donc c'est un peu, je pense, le sujet de mes associés aussi. Donc être frustrée, je suis partie, j'avais 35 ans. Être frustrée à 35 ans, je trouvais ça un peu triste. Donc on a eu l'opportunité de créer dans ce secteur d'activité qui était un secteur où on avait des compétences et où les compétences étaient rares à l'extérieur. Donc pour moi, il n'était pas question qu'on abandonne les travaux qu'on avait pu mener, la connaissance qu'on avait acquise sur ce secteur d'activité et surtout un énorme besoin médical. Je suis musicienne, donc on voit beaucoup de personnes dans ces milieux-là qui ont des problèmes d'audition. Il faut pouvoir arriver à les adresser. Et puis surtout, l'audition dans ces milieux-là, c'est votre passion. Si vous ne pouvez pas apprécier la musique, entendre correctement, avec une qualité incroyable, c'est très difficile dans votre vie. Mais Beethoven était sourd. Oui, le pauvre. Alors, il sentait les vibrations. Voilà. Il aurait préféré pas l'être, je pense. C'est quoi les projets, les perspectives de Silker là, dans les mois à venir? Alors, on ouvre à Tokyo, ça c'est chouette. Voilà. On aime bien. Alors ça, c'est des perspectives aussi pour les collaborateurs, si on revient au sujet de ressources humaines, qui sont géniales parce que comme on est aux États-Unis, là on va au Japon, quelque part les personnes elles travaillent sur une entreprise dans laquelle ils ont des possibilités d'aller se déplacer, mais aussi aller vivre quelque part dans des pays qui sont sympas. Et ensuite, on rentre en clinique avec notre produit, le SIL 001. Donc ça, c'est le gros enjeu, c'est traiter les premiers patients avec notre traitement et j'allais dire hopefully, avoir vraiment une efficacité sur notre traitement. Donc ça, c'est le gros enjeu de l'année. Et on rentre 2 nouvelles molécules dans le portefeuille de Silker. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que des molécules? Alors les médicaments, il y a plein de types de médicaments. On peut avoir ce qu'on appelle des petites molécules qui sont des produits chimiques. On va avoir des biologiques. On peut travailler sur de la thérapie génique, où là c'est des gènes qui viennent remplacer des gènes déficients ou dans l'oreille ou ailleurs d'ailleurs. La thérapie cellulaire, donc là on va travailler sur des cellules souches qu'on greffe dans l'oreille pour réparer de la même manière des cellules qui ont disparu. Nous, on travaille en particulier sur de la petite molécule. Donc de la petite molécule chimique, c'est l'aspirine, c'est une molécule par exemple. Donc on va travailler sur ces sujets-là. Et donc quand je dis on rentre 2 nouvelles molécules, c'est 2 nouveautés chimiques dans notre portefeuille de médicaments. Donc vous cherchez et vous trouvez et vous arrangez le quotidien des uns et des autres. Je reviens sur une question plus terre à terre dans la relation entrepreneuriale. Comment ça se passe au niveau des égos avec 3 associés qui ont fait des études, qui sont des chercheurs? Est-ce que c'est un sujet ou c'est pas un sujet? Alors, pas du tout un sujet. Alors après, on est 3 femmes, donc... Et alors? Alors, c'est quand même, je pense... je veux pas faire du féminisme, c'est pas le sujet, mais je pense qu'on a une manière tout à fait différente de fonctionner.
Alors, la jalousie, c'est quand même, c'est vrai, un sujet, mais nous, finalement, nous toutes les trois, je crois pas qu'il y ait une seule de nous jalouse, donc c'est pas un trait de caractère qu'on a. On n'était pas copines du tout, hein, on l'est pas d'ailleurs, on est vraiment associés. Ça fonctionne comme comme un contrat moral où on s'est dit quand on est parti, on a mis la même somme d'argent sur la table pour créer la boîte et on s'est dit voilà, on s'engage jusqu'à ce que quelque chose nous sépare, mais en tout cas pas ni la jalousie ni l'ego, c'est pas le sujet. On est assez différentes, mais complémentaires. On n'est pas toujours d'accord, mais comme on est trois, on arrive toujours à s'aligner parce que on vote. Voilà. Le nombre impair fait la décision. Et puis depuis, donc ça fait 12 ans qu'on fonctionne ensemble. Déjà où on se respecte aussi dans les attentes qu'on avait chacune de l'entreprise, l'investissement personnel qu'on veut y mettre, le sujet qu'on veut traiter dans l'entreprise. On a chacune un rôle différent et qui a pu évoluer au cours du temps. Mais aujourd'hui, on n'est plus trois. On a un executive committee, on l'appelle comme ça, donc vraiment une dizaine de personnes extrêmement engagées sur la stratégie de l'entreprise, et engagées du coup dans des prises de décision, en particulier opérationnelles. Voilà, et puis ces 50 personnes, toutes avec une responsabilité précise pour que la société elle puisse avancer dans ses objectifs. Je vous posais cette question parce que dans le monde entrepreneurial français, c'est un sujet tabou. Oui. Les problématiques entre les associés sont des premières explications des mal-être de l'entrepreneur quand il se fâche avec les associés, parce que souvent on s'associe à quelqu'un qu'on connaît, qu'on croyait connaître, qui est un ami, etc. Non, mais ma question c'était de savoir, est-ce que le fait d'avoir fait des études similaires et d'être dans cette même mission de recherche et d'aider l'autre, est-ce que c'est ça qui crée un lien fort ? Alors il y a peut-être le sens effectivement de la société. C'est quoi l'objectif ? L'objectif c'est d'amener un médicament pour un patient qui souffre. Bon, c'est déjà en soi, si on reste que là-dessus, ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende pour y arriver. Donc ça, c'est vrai. Mais après, je crois qu'il faut pas non plus mettre trop d'affect. Je vous ai dit, on n'est pas copines. Parce que effectivement, si on attend de l'autre, c'est le principe de base, il faut pas attendre quelque chose de l'autre, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut, nous, avancer, et puis l'autre aussi, et moi, j'attends rien de mes associés. Elles vivent leur vie et effectivement, on a cet objectif commun et c'est ça qui est important et qui a toujours été important. Donc, un dauphin, et alors les deux autres, c'est quoi ? Et Marie-Pierre, je ne sais pas. Et Sylvie, c'est un petit singe. Bon, on salue Sylvie. Merci beaucoup, Célia, de ce témoignage. C'est très intéressant, c'est passionnant. N'hésitez pas à vous informer sur cette belle entreprise montpelliéraine qui est partout dans le monde. Belle route à vous. Merci.